Et je pense que le fil conducteur de tout ce que je fais, ça part d'une conviction forte qui est que collectivement, dans notre conscience commune de notre société, on s'est trompé pendant trop longtemps sur la définition qu'on donnait au travail. Je m'appelle Thomas Burbidge, j'ai 26 ans, où je fais des choses qui font du sens pour moi. Et je crée du contenu, j'accompagne, je coach et crée des expériences pédagogiques pour d'autres indépendants pour qu'eux aussi puissent avancer sur ce chemin. Du coup, sur la partie de mon activité de branding, en gros, le vrai impact que j'ai envie d'apporter, c'est aider des porteurs de projets. Donc, la plupart des clients avec qui je travaille, ce sont des start-upers qui se sont lancés dans le fait de créer une boîte parce qu'ils avaient un truc viscéral qui les poussait à le faire. Et j'ai envie de les accompagner dans un questionnement plus profond de pourquoi est-ce qu'on crée cette boîte, pourquoi on fait tout ce qu'on fait. On appelle ça souvent la raison d'être, ce genre de truc. Mais vraiment se demander c'est quoi le rôle de ma marque dans le tissu du monde plus large et comment est-ce que au travers de cette marque, je communique une histoire forte et engageante qui fait que j'emmène avec moi des clients et toute une communauté de personnes avec qui on avance pour faire des choses qui nous dépassent. Donc ça, c'est sur ma propre activité et ça rejoint un peu ce que je fais au travers du podcast Young World and Freelance dont tu as parlé. C'en est un, j'en ai un deuxième aussi qui s'appelle Pensée quotidienne et de Surf en freelance qui est un de mes programmes d'accompagnement. Mais du coup, j'ai plusieurs programmes, formations, j'appelle ça des expériences pédagogiques. Et l'idée de ça, c'est quoi ? C'est accompagner les indépendants à se questionner de manière plus profonde sur leur activité et leur vie et ce qu'ils ont envie d'en faire. Et les accompagner dans la réflexion plus globale de comment est-ce que je progresse en tant que personne sur l'ensemble de mes domaines de vie pour devenir un meilleur professionnel et du coup jouer un rôle plus important auprès de mes clients et de l'impact que j'ai envie d'avoir sur le monde qui m'entoure. Donc, grandir en tant que personne pour grandir en tant que professionnel. Et ça passe par plein de différents aspects de contenu et de formation. Du coup. Je pense que le point de départ, c'est ma première année à Dauphine. J'étais en L3 gestion en alternance. Ça faisait à peu près 2-3 mois que j'étais arrivé à Paris. Je viens de Dordogne à la base, c'est où je suis là en vidéo. Et 2-3 mois après mon arrivée, mon père est mort d'une rupture d'anévrisme, donc c'était un truc pas prévu comme ça. Je venais de commencer mon alternance à la Défense, en cabinet de conseil, ça faisait 1 semaine. Et j'avais un peu atteint un stade de... J'ai l'impression d'avoir gravi l'échelon social. Je viens de un des pires collèges-lycées d'Aquitaine. En tout cas, un des moins bien classés, quoi. Et du coup, j'avais toujours ce truc à l'intérieur de moi de « je veux devenir quelqu'un », entre guillemets. Et j'avais un peu atteint, du coup, le sommet de ce chemin de développement, de ce que je pensais être ce que je voulais. Et le jour où mon père est mort, ça a démarré, du coup, tout un chemin de reconnexion à lui, son histoire de vie. C'était quoi les leçons que je pouvais retenir de sa vie, qui était une des plus grandes, entre autres, c'était le truc le plus important, c'est quel est le mode de vie que tu vas avoir et c'est quoi le truc important pour ton quotidien, quoi. Pour lui, ça signifiait déménager au fin fond de nulle part à la campagne, renoncer à son diplôme qu'il avait eu de bio, les jobs qu'on attendait de lui, sa famille avait pas mal d'attentes et tout, et juste reconstruire une maison pour sa famille de ses propres mains et kiffer au quotidien, quoi. Et du coup, en me reconnectant petit à petit à ce message, j'ai commencé à me questionner moi aussi. C'est quoi le mode de vie que tu as envie d'avoir ? Tes journées, ton quotidien, tu veux que ça ressemble à quoi ? Tu as envie de contribuer quoi au quotidien, aux gens qui t'entourent, etc. Et qu'est-ce que tu laisses comme trace ? Ce qui m'a emmené à un premier questionnement au début de mon Master 2 où j'ai eu l'opportunité de me lancer en indépendant et de tester ce mode de vie-là, de me dire comment tu fais pour concevoir, comme le travail, c'est à une place centrale dans la vie de tout le monde, de beaucoup de personnes, en tout cas dans notre système actuel. Comment je fais pour que mon travail soit pensé, ma manière de travailler soit pensée pour me permettre de vivre comme j'ai envie de vivre. Pour moi, l'indépendance, ça permet ça parce que c'est ultra malléable, c'est comme de la pâte à modeler ou une page blanche tous les jours. Tu conçois sur mesure pour toi comment tu travailles, pour qui, dans quelles conditions, avec quelle méthode, sur quel sujet, etc. Tu as la liberté de tout penser de zéro. Du coup, ça a commencé par là. Je suis devenu freelance, j'ai expérimenté, j'ai travaillé sur ça, j'ai développé mon truc, toucher des clients, faire monter mon TJM et ainsi de suite.
Et au bout d'un moment, je suis arrivé à un stade où, assez naturellement, je m'attirais des personnes qui me posaient des questions, qui me montraient leur devis, qui me demandaient tiens, comment tu fais pour faire ça? Est-ce que tu peux checker ma présentation pour mon client, s'il te plaît? Donc plein de freelances qui me posaient des questions. Ce qui a nourri de plus en plus une sensation de quelque chose que j'avais en moi depuis que je suis gamin, qui est un élan de contribution très fort. Toujours envie de contribuer, d'aider l'autre, d'accompagner, de trouver des solutions pour les gens. Et du coup, ça m'a mené petit à petit à cette posture qui est celle aujourd'hui qui me nourrit le plus de créer du contenu pour accompagner les gens dans leur réflexion et dans leur quête d'indépendance. Et les accompagner avec des formats pensés pour apprendre des choses et grandir sur les différents enjeux de leur vie de freelance, quoi. Donc c'est ça un peu le cheminement. Bon, ça a été un peu long, je pourrais le faire encore plus long, mais je pense pas que je puisse faire plus court que ça. En gros, le début, ça a été assez opportuniste, entre guillemets. Première mission client avec laquelle je me suis lancé, c'est la mère d'une amie qui avait un besoin sur, à l'époque, c'était community management pour des réseaux sociaux, et qui m'a dit on a besoin de quelqu'un. Moi, c'était un peu les sujets sur lesquels je travaillais à l'époque en alternance, notamment. En tout cas, c'était une expertise que j'avais développée avec mes différentes expériences. Et elle m'a dit est-ce que ça te dit de le faire? Tu prends un statut et tu bosses pour nous, et du coup, on te paye tous les mois. Et du coup, je me suis dit bah ouais, go. Et finalement, le début pour moi, ça a été pas mal de bouche à oreille. J'ai travaillé pour eux, et d'ailleurs, anecdote intéressante, cette personne, c'est encore un client aujourd'hui, 5 ans plus tard. Et du coup, ça fait 5 ans que tous les mois, je les facture, et je travaille avec eux depuis 5 ans, donc hyper intéressant comme relation commerciale et amitié qui s'est développée au fur et à mesure des années finalement. Et après, c'était beaucoup de bouche à oreille. La prochaine mission que j'ai eue, c'était l'incubateur de startup à Dauphine. On avait fait, souvent c'est un truc qui se passe dans les cours sur communication marketing, on avait fait un challenge où c'était la startup de l'incubateur qui était venue, et on avait une problématique à laquelle on devait répondre par groupe. Et à la fin, ils ont demandé au groupe gagnant est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont indés et qui voudraient continuer de travailler avec nous pour mettre en place vos recommandations? Et du coup, j'étais le seul, j'ai dit oui, et j'ai continué de bosser avec eux pour mettre en place les recommandations qu'on avait travaillées. Et du coup, eux m'ont mis en relation avec quelqu'un d'autre, qui m'a mis en relation avec quelqu'un d'autre, et la machine a commencé un peu comme ça, du bouche à oreille. Ce qui fait qu'à la fin de mon Master 2, j'avais déjà suffisamment de projets et d'expérience pour que rester en freelance soit plus avantageux, déjà en termes de mode de vie, mais aussi en termes de rémunération, que de rentrer en agence en salaire de départ, qui est ridicule dans le monde de l'agence d'ailleurs, pour faire des horaires de dingue. Enfin voilà quoi, c'était plus logique pour moi de faire ça, et je sentais que j'étais plus aligné avec ce mode de vie là aussi. J'ai fait les 2 premières années de mes études, j'étais en IUT, GEA, gestion des entreprises, à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, donc un coin bien paumé. Mais j'ai fait un stage très long. Enfin, un stage très long. Non, c'était pas un stage très long, c'était un stage de 4-5 mois, mais en Australie. Du coup, j'étais parti en Australie et j'avais un poste dans une... Il se présentait comme agence, mais en vrai, c'était un regroupement d'indépendants, de freelance déjà à l'époque. Je le savais pas et je connaissais pas ce monde à l'époque. Mais du coup, j'avais fait ce stage de 4-5 mois où j'étais chef de projet et je gérais une équipe sur du développement de site. Et après, j'ai fait 3 années d'alternance à Paris. Une en cabinet de conseil chez Capgemini Consulting et 2 en agence chez Future Brand. Donc en gros, en sortie, si je considère les 3 années d'alternance, le stage de 5 mois, plus on peut considérer que mes missions freelance, c'était de l'expérience aussi, on peut dire que j'avais un cumul de presque 4 ans d'expérience, quoi. Au tout début, un des plus gros enjeux, à mon sens, c'est développer tes compétences, déjà numéro 1, évidemment. Ce qu'on peut appeler la valeur réelle de ce que tu apportes, c'est-à-dire quelqu'un a un problème, je suis capable de lui apporter une solution et de vraiment délivrer sur la solution que j'apporte. Donc déjà, je pense que ça, c'est un premier hyper gros enjeu, surtout quand tu es étudiant. D'autant plus si tu n'as jamais vraiment fait de stage où tu as travaillé sur des problématiques très concrètes. Ce qui peut être le cas de certains stages, malheureusement, où tu te retrouves bloqué dans un truc où tu fais pas grand-chose et tu es un peu frustré par ça, quoi. Donc déjà, développer des compétences précises sur un sujet pour être capable de délivrer sur ce sujet. Donc ça, c'est niveau 1. Et en même temps que ça, commencer à
à rentrer en contact avec une cible très précise aussi. C'est-à-dire ne pas tomber dans le truc de pour avoir plus de chances de travailler, il faut que je parle à tout le monde, il faut que je fasse un peu de tout, et faut juste que je sois en mode qui a besoin de moi, je suis là, si tu as besoin de déménager ton frigo, je t'aide, tu vois. Le truc un peu dans lequel on peut tomber. Mais de se dire vraiment consciemment, voilà les compétences que j'ai, voilà les gens que j'aimerais aider, je dois mieux les comprendre ce qui se passe dans leur quotidien, dans leur business, si je veux travailler avec des business, dans leurs peurs, dans leurs freins, dans les blocages qui viennent avec, et vraiment genre camper dans le cerveau de la personne avec qui on veut bosser pour comprendre mieux qu'eux-mêmes comprennent eux-mêmes leurs problématiques. Et une fois que tu as ça, là tu peux dire ok, maintenant que j'ai compris ça, je peux mettre mes compétences, mon savoir-être, mes expériences, tout ça dans un package qu'on appelle l'offre ou le service, mais orienter tout ce qu'on sait faire autour de ça et dire trouver la solution sur mesure pour le problème qu'on a identifié. Si on vise généraliste, au final, si on vise large, on parle à personne parce qu'on est lisse et on n'a pas de truc. Donc c'est bien mieux au début de se dire ok, mon premier enjeu c'est de comprendre mieux que personne les startups hyper early stage fondées par des étudiants qui viennent d'avoir leur première levée de fonds avec de l'argent de l'école qui investit dans leur boîte, et eux ils veulent recruter la première personne qui fait de la com sur les réseaux sociaux, et si tu comprends leurs enjeux mieux que quiconque, et là tu peux construire un truc sur mesure pour eux, tout en sachant qu'il faut absolument avoir les bonnes compétences au début. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se dire le départ c'est construire ma réputation quelque part. Il y a un petit framework que je partage qui est assez intéressant, d'autant plus si tu te lances pendant tes études, et d'ailleurs c'est un truc que je recommande de tester pendant tes études juste pour voir ce qui se passe et tout, parce que surtout si on a du temps à donner, de ne pas avoir peur de se dire je vais faire 3 clients gratos pour tester mon expérience et faire effet de levier sur ça. Genre tu fais 3 clients gratos, mais par contre tu documentes tout ce que tu fais, tu leur demandes des témoignages, tu écris sur ton expérience ce que tu as appris. En gros, tu montres tout ce que tu apprends pendant ces trucs-là et tu documentes, comme si tu créais du contenu autour. 3 gratuits, 3 à 50% de ce que ça vaudrait normalement. Et ensuite, 3 au vrai prix, quoi. Et si tu fais ça pendant tes études, tu sors des études, tu as déjà 9 cas clients hyper concrets qui te permettent de faire effet de levier sur voilà mes compétences réelles, voilà ce que je suis capable d'apporter, et maintenant je me lance entre guillemets dans le grand bain où faut en vivre. Mais pendant tes études, t'as pas besoin d'en vivre, tu vois. Pourquoi j'ai voulu lancer le podcast ? En gros, déjà j'en consomme beaucoup depuis longtemps. J'adore ce format, je le trouve hyper intéressant et ça te permet de creuser plein de choses. Et il y a une diversité de... Enfin bref, j'adore le format. Et en fait, je pense ce qui s'est passé, c'est... Le premier truc, c'était un truc un peu égo, de se dire moi aussi, je veux grave un podcast. J'ai grave envie de pouvoir... d'être podcasteur, tu vois le truc ? C'était ça au départ. Puis ça s'est précisé en me disant « Ah tiens, c'est intéressant ». J'avais beaucoup de discussions avec mon bon ami Alexis Minkela aussi, qui a l'autre podcast spécialisé sur le freelancing qui s'appelle Tribu Indé. Et on discutait beaucoup à cette époque parce qu'on était tous les deux un peu dans la même veine de... On aime créer du contenu, on aime consommer du contenu, on baigne dans ces écosystèmes, on a les mêmes références et tout. Et on s'est dit à un moment donné, pendant un déj, et d'ailleurs il y a un article que j'ai écrit sur ma première année du podcast, et le départ de cet article, c'est je suis dans une cantine dans le 18e avec Alexis, et on se dit, tiens, c'est intéressant, il n'y a pas de podcast francophone spécialisé sur le freelancing et l'indépendance. Et nous, on en écoutait qui viennent de Angleterre, les States, etc. Et on se dit, on a tous les deux l'envie, et si on se challengeait, tant Lançin, Jean Lançin, parce qu'on voulait tous les deux le faire, et on se botte le cul pour le faire pour de vrai. Et du coup, c'est ça qui a donné naissance au truc. Et la petite anecdote qui est marrante, c'est que depuis le moment où je voulais lancer un podcast, je me disais, le jour où je le lance, il s'appellera Young, Wild and Freelance, en référence à ce tube incroyable de Snoop Dogg, Young, Wild and Free.
et tu rajoutes le lance derrière. Et du coup, c'était une idée qui restait en tête depuis longtemps et je me disais, si je fais un podcast un jour, il s'appellera comme ça. Et du coup, voilà, il s'appelle vraiment comme ça maintenant. En vrai, c'est hyper puissant. Même aujourd'hui, ça continue de nous nourrir tous les deux. À la fin de cet article dont je te parle, on a mis une petite vidéo où 1 an plus tard, on fait un bilan, lui et moi, et on discute. Genre, il y a 20 minutes de notre Zoom, quoi. Et on disait justement dedans que des fois, lui, quand il va sortir un épisode avec un gros invité, genre il a fait un épisode avec Oussama Hamar, et il me l'avait pas dit en avance, tu vois. Et il sort l'épisode, et je vois la gueule d'Oussama Hamar dans son design pour le truc, et là, j'étais là, oh le bâtard. Et là, ce qui s'est passé dans ma tête, c'était pas genre en mode, oh l'enculé, il m'a baisé, tu vois. C'était en mode, ok, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher une énorme bombe et faire un truc encore plus gros que recevoir Oussama Hamar sur le podcast, tu vois. Et du coup, c'est une dynamique ultra positive parce que ça nous paralyse pas, ça nous pousse constamment à nous améliorer et à se dire, ok, ensemble, si on se pousse l'un l'autre à faire toujours mieux, on va créer du contenu à hyper forte valeur ajoutée qui va faire que le podcast va continuer de se développer, ça va apporter beaucoup aux gens qui écoutent. Et je pense que cette, entre guillemets, concurrence, qui n'en est pas vraiment une, parce que j'ai trop envie que son truc il explose et qu'il ait énormément de réussite, et vice-versa. Mais cette espèce de concurrence, je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui, on est les 2 podcasts références sur le sujet, parce que ça nous pousse à l'amélioration continue, et tu peux pas t'arrêter, en fait. Quand t'as quelqu'un qui t'attend, tu vois, c'est comme cette anecdote. Si tu veux aller faire du sport et que tu veux aller faire du jogging, si tu es tout seul, c'est beaucoup plus facile d'écouter tes excuses que s'il y a quelqu'un qui t'attend en bas de l'immeuble. Parce que dire à la personne « désolé, je viens pas » et tout, c'est plus dur que de dire « c'est pas grave, j'irai demain ». Et je pense que là, c'est le même cas. On ne peut pas ne pas avancer, en fait. C'est une très bonne question parce que je pense l'intérêt premier, une des raisons pour laquelle j'adore ce format de podcast aussi, c'est que c'est un espace dans ma vie, et j'ai l'impression que c'est un espace dans la vie de tout podcasteur, où pour une fois, il n'y a aucune distraction, tu poses tout et tu es 100% dédié à écouter une personne parler et à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et à lui poser des questions vraiment par intérêt, tu vois. C'est pas des questions en mode... D'ailleurs, c'est intéressant, ça, je peux peut-être en parler. La manière dont je construis mes épisodes, c'est je veux que ce soit une conversation. J'ai une liste de questions que j'ai mis de côté parce que ça m'intéresse, mais je suis prêt à les lâcher pour favoriser la discussion que j'ai avec la personne. Parce que c'est ça le plus important pour moi, c'est creuser dans le truc qu'on est en train de creuser et avoir, pour une fois dans ma vie, et pour une fois dans nos vies, le téléphone éteint loin de moi, et juste 100% de mon attention est focalisée sur la personne. Et du coup, je pense que ça, c'est un truc que je retire du fait d'avoir un podcast, c'est créer des espaces comme ça d'écoute et d'attention ultra focus. C'est hyper important parce que c'est là où tu apprends le plus. Si on est capable de faire ça dans des conversations, ou quand on est à une conférence, ou quand on lit un livre, ou quand on suit une formation, et qu'on met 100% de notre attention physique, mentale, enfin tout, on s'engage à 100% dans l'apprentissage, mais c'est là où on retient le plus et où on grandit le plus vite. Et on oublie le moins, et donc on passe le plus à l'action, etc. Donc je pense que ça, c'est un des apprentissages du format. Et ensuite, l'apprentissage des rencontres. Je pense le truc qui résume bien l'ensemble, et encore une fois, c'est plus... ça a accentué une croyance que j'avais déjà, une conviction que j'avais déjà, plus qu'un truc nouveau que j'ai découvert. C'est que les questions sont pour moi un des plus grands vecteurs d'apprentissage, encore une fois. À la fin de chacun de mes épisodes de podcast, je demande à la personne avec qui je discute, c'est quoi la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps de réflexion sur eux et sur leur activité. Et je trouve que la somme de ces questions, on en est à 45 épisodes aujourd'hui. J'ai partagé un avant-première là, dans la newsletter l'autre jour. Donc après la saison, chaque saison, ça fait 15 épisodes. 45 questions, hyper puissantes toutes. C'est incroyablement fort sur comment tu avances dans tes réflexions. Plus fort que les conseils, je trouve. Parce que ça te pousse à te questionner sur plein de choses et c'est là où tu fais le vrai travail de
ok, pour moi, ça ressemble à quoi, etc. Donc je pense que c'est plus un ancrage de les questions, c'est un truc qu'on sous-estime, mais c'est hyper puissant. Et il y a une phrase de Tony Robbins que j'adore qui dit « La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses à toi et que tu poses aux gens autour de toi. » Et j'adore cette phrase. C'est le truc qu'il préfère sur le podcast, les questions. En gros, je pense une des histoires que je préfère, c'est un mec qui s'appelle Alexandre. Je sais pas s'il verra ou écoutera ça d'ailleurs, mais s'il le fait, merci Alexandre pour cette histoire parce qu'elle est incroyable. Il était en voyage au Maroc et il était en train de faire une espèce de petite épopée, tu vois, genre un peu comme ce qu'on peut faire au Maroc où il est parti dans le désert et tout. Et il me raconte un truc où il me dit, j'étais dans un bus avec un long voyage et il écoutait les épisodes de podcast et il disait, pendant tout le voyage, j'avais ta voix qui tournait dans ma tête avec des questions sur qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, des trucs comme ça, tu vois, des trucs profonds. Et il a dit, j'ai eu la plus grande introspection que j'ai jamais eue dans ce putain de bus au Maroc à cause des questions de ton podcast qui étaient là en boucle, genre... Et je me dis, c'est trop bien, c'est ça que j'ai envie de faire avec mon podcast. J'ai envie que les gens se questionnent pour de vrai et qu'on arrête de se cacher derrière le masque de ce qu'on m'a dit de faire et vraiment qu'on se prenne le temps de se dire qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'ai envie d'apporter quoi à mes clients, aux gens avec qui je passe du temps, enfin, les vraies questions, tu vois. Je pense que c'est un peu la même réflexion que la réussite, etc. C'est un truc ultra subjectif. On nous montre une image de ce que c'est. Je pense que les gens qui écoutent baignent beaucoup dans l'image de la réussite, c'est monter une startup qui lève énormément de fonds. Tu as un article dans Madines de Tencent a investi dans ta boîte, tu vois. Aller plus loin que ça et se dire... J'ai une question que j'aime bien sur ça que je vais poser du coup. Si tu avais une baguette magique et qu'avec cette baguette magique, tu pouvais dessiner sur mesure la vie que tu veux dans 10 ans, sous tous ces différents aspects. Où t'habites, avec qui t'habites, c'est quoi les objets qu'il y a dans ta maison, sur quoi tu passes du temps au quotidien, à quelle heure tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais en premier, qu'est-ce que tu fais en deuxième, une semaine dans ta vie, ça ressemble à quoi? Toutes ces questions-là de ça ressemble à quoi concrètement, si tu faisais le film de ta vie dans 10 ans, et qu'avec une baguette magique, t'avais ça, à quoi ça ressemble? Dessine-le-moi, raconte-le-moi. Ça, c'est une question que ça permet de se plonger là-dedans, en gros. Et du coup, ça, c'est le premier point pour moi. Et une fois que tu as ça, donc cette espèce de vision long terme de qu'est-ce que j'ai envie de construire comme vision de mon mode de vie idéal, revenir au présent et te dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me permet de faire un pas vers ça. Et pour moi, le freelancing, c'est un super premier pas pour ça, parce qu'on revient sur ce truc, comme je disais, de c'est modelable à 100%. Preuve en est, semaine dernière, j'ai déménagé pour quitter Paris pour de bon. Je suis ici dans une maison en Dordogne. Aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée pour un client qui est une start-up à Paris. Et c'est possible. Et du coup, évidemment, je ne suis pas encore à la vision à 10 ans. Mais petit à petit, je construis des trucs consciemment pour y arriver. Et je considère déjà que je suis aligné avec ce que je vis en ce moment. On va raccrocher, je vais aller à l'entraînement de foot. Ce matin, je suis sorti pour faire mes étirements et lire un bouquin sur la terrasse avec le soleil qui se lève, où il y a un silence incroyable parce qu'il n'y a pas les voitures et tout autour. Pour moi, c'est ça, ça correspond à ce que j'ai envie de vivre. Plus d'espace de réflexion, plus de calme, plus de tranquillité, plus de place pour moi et mes réflexions et ce qui se passe dans ma vie. Pas être emporté par la vitesse de la ville. Et en même temps, y revenir de temps en temps pour la stimulation que c'est Paris, parce que j'adore, c'est ouf, cette stimulation. Tu peux rencontrer qui tu veux et être qui tu veux et découvrir ce que tu veux à l'instant où tu le veux. Mais par dose, tu vois. J'ai pas envie d'être là-dedans tout le temps. Et du coup, pour moi, ça se manifeste par, là, ma base, c'est ici maintenant. Et si je veux monter à Paris pendant une semaine, je me prends un Airbnb, je monte à Paris pendant une semaine et je le fais, quoi. Ou si je veux aller bosser à Prague parce que j'ai envie d'aller bosser à Prague, je peux. Parce que c'est ça dont j'ai envie, quoi. Donc cette liberté de mes propres contraintes, c'était ça, un des enjeux phares de ce que c'est pour moi mon mode de vie idéal. Et je sens que j'y suis et j'y serai de plus en plus avec le temps. Ce que j'ai défini il y a quelques années quand j'ai dit ma vision à 10 ans, ça évolue, ça change. Parce que, tu vois, on n'est pas un être humain statique. On est en train de... L'image que j'aime bien, il y a 2 images que j'aime bien. Il y en a une, c'est l'oignon. On est constamment en train d'enlever des couches d'un oignon infini pour se recentrer sur ce qui est vraiment là au fond, qu'on découvre.
Et l'autre, c'est des poupées russes infinies. T'enlèves une poupée russe, t'en as une autre à l'intérieur, et à chaque fois, tu découvres une nouvelle partie de ce que tu veux vivre, de ce que t'es, de ce qui tu veux être, de qui t'es, etc. Ce qui fait que ça évolue avec le temps. Donc, c'est pas une destination, en fait. C'est un chemin constant de faire un pas de plus vers ce qui est important pour toi en ce moment. Et tu te rapproches petit à petit de ça. Et à chaque fois, ça va plus loin. Et à chaque fois, tu te dis « Ah, j'avais pas perçu ça avant. Ok, je comprends. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait pour aller vers là ?» Et tu chemines. Et ça se trouve, ça va changer. Ça se trouve, si on refait un épisode de podcast dans 20 ans, ça se trouve, je vais te dire, en fait, ce qui est le mieux pour moi, c'est de vivre à Dubaï et d'avoir une tour qui m'appartient, tu vois. J'en sais rien. Clairement, tout le monde n'est pas dans cette démarche. Clairement. Pourquoi ? Parce que notre éducation, je pense, qui est un énorme facteur de... J'allais dire notre conditionnement. C'est un gros mot, conditionnement. Ce que j'entends par conditionnement, c'est qui tu es à un instant T. C'est le résultat de tout ce que tu as vécu par le passé, toutes les pensées que tu as eues, toutes les histoires que tu t'es racontées, qu'on t'a racontées, etc., etc. Et notre système éducatif, à mon sens, qui est un des aspects de ça, n'est pas construit pour te pousser à te demander qui je suis en tant que personne et quel est le rôle unique que j'ai envie de jouer dans cette vie, auprès d'autres et auprès de moi-même. On ne te demande pas de te poser ces questions. On te demande d'apprendre des trucs par cœur, de choisir une voie. Apprendre les trucs par cœur, c'est collège-lycée. De choisir une voie, de te dire voilà les études que je vais faire. Peut-être d'en changer un moment si tu te rends compte que tu n'aimes pas, mais en tout cas de choisir une voie. Dans cette voie, d'avoir des bons résultats en passant par de l'apprentissage et du cas pratique la plupart du temps. Et donc d'appliquer de l'apprentissage à un cas pratique dans un certain contexte. Et quand tu as fini ça, d'aller exécuter sur ces apprentissages dans le contexte pour lequel on t'a formé. Point. Et donc, si tu ne suis que ce qu'on te dit de faire, et en tout cas la direction qu'on nous donne, tu rencontres jamais un moment où tu te dis « En fait, pourquoi ?» Parce qu'on te met pas cette question sur ta route. Et du coup, c'est normal que les gens se la posent pas. Si on te met pas la question sur la route, et si tu rencontres jamais la personne, le bouquin, l'influence et que tu l'accroches déjà, parce que tu peux la rencontrer et la rejeter, mais si tu rencontres jamais ce questionnement et que tu l'accroches, tu l'as jamais. Parce que le chemin d'une vie n'est pas façonné pour rencontrer ce truc. À moins que tu viennes d'un environnement familial ou d'une éducation ou d'une culture qui soit plus tournée autour de ça. Moi, j'ai eu la grande chance, par exemple, que mes parents, ce soient des putains de hippies spirituels, de quels je me rapproche le plus. C'est-à-dire que, de ouf, le truc de mon père, de vivre au fin fond de la campagne et de retaper une maison de ses mains, c'était aussi un truc de je veux dépendre juste de moi et de mon environnement. Et voilà quoi, et je me démerde et je me pose des questions là-dessus. Du coup, ça, sans même le savoir, ça fait partie de ce qui m'accompagne dans mes questionnements et de pourquoi je suis arrivé à un moment à me dire en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus grand de à quoi tu peux contribuer plutôt que de juste faire ton métier. Et c'est ce questionnement qui m'apporte à j'ai envie d'apporter ça à d'autres gens et tu vois, moi ça prend pas la forme de vivre de la nature, ça prend la forme de j'ai envie de construire une entreprise qui a un impact de ouf, qui me dépasse et qui change la vie des gens. Tu vois, donc il y a une réflexion aussi qui me vient de mes études et de mon intérêt pour ce côté un peu entrepreneurial, mais ça vient aussi de à quoi on contribue, quoi. C'est quoi l'impact que je laisse sur ce monde? Il y a plein de manières de répondre à ta question. Je pourrais y répondre de manière très terre à terre avec des résultats, c'est-à-dire du genre que chaque personne se pose au moins une fois la question dans sa vie de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de contribuer aux autres. Ça pourrait être une réponse. Et il y en a d'autres qui sont plus sur l'empreinte que je laisse. Voilà, il y a plein de manières de répondre. La réponse que je vais te donner, du coup, c'est que les gens qui ont croisé ma route aient l'impression que leur rencontre avec moi ait contribué au fait qu'ils découvrent ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Que ce soit un épisode de podcast ou des gens
qui consommerait tout mon contenu, qui viendrait à toutes mes formations, etc. C'est un exercice qu'on avait fait avec des potes d'ailleurs de ce truc de la vision à 10 ans. On se demandait qu'est-ce que tu as envie que les gens disent de toi quand tu auras 80 ans. Pour moi, c'est du coup dans 54 ans. J'ai envie que les gens disent que j'ai contribué à la réflexion qu'ils ont eue sur leur vie et que c'était presque un point de départ ou un point de passage ou un truc qui les a menés plus loin sur le chemin de réflexion de ce qu'ils ont envie de contribuer à faire et que ça mène à ça, du coup, la destination de ce qu'ils font. C'est un combat. En fait, je sens que ma tendance naturelle, ce qui est à la fois un super avantage, presque un super pouvoir, et un désavantage et un énorme inconvénient, c'est j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, et tout s'assemble assez rapidement et facilement dans ma tête. Tu vois, j'ai ce côté un peu, si je fais une caricature par rapport au monde des startups, j'ai ce côté un peu stratège de le CEO avec la vision, tu vois. Donc j'ai une hyper clarté sur toutes les étapes du développement de ce que je veux faire pour, disons, les 3 à 5 prochaines années. Je sais exactement les étapes, avant qu'elles changent, évidemment. Et du coup, j'ai ça, donc c'est énorme, c'est trop bien, et en même temps, ça crée une lutte de ne pas le vouloir tout de suite. Ce qui fait que j'ai toujours cette tendance à, et je pense qu'on l'a tous quelque part en tant qu'être humain, à surestimer ce que je suis capable de faire à court terme et à sous-estimer ce que je suis capable de faire à long terme. Et comme je surestime ce que je suis capable de faire à long terme, et que du coup c'est l'inconvénient de ma manière d'opérer, je surblinde tout le temps mon calendrier. Et du coup, le travail que j'essaie de faire sur moi-même, et c'est genre, ça prend longtemps, et c'est un vrai travail conscient, et c'est pour ça que je dis c'est une lutte, parce que c'est presque, je dois aller à l'encontre de l'identité que j'ai. C'est de me dire comment tu fais pour prendre plus de temps, créer plus de temps de vide qui sont au service du développement plus long terme, mais pour te concentrer sur les trucs vraiment importants. Donc là, par exemple, le pivot que je suis en train de faire en ce moment, et c'est une question que je me pose tout le temps, comment tu vires 80% de ce que tu fais pour te concentrer sur les 20% les plus importants. C'est la loi de Pareto. Et du coup, les 80% que je suis en train d'essayer de virer en ce moment, c'est les missions freelance client pour me concentrer que sur du coaching et de l'accompagnement et de la formation, des trucs comme ça. Mais ça, c'est un processus qui me prend du temps parce que, on en parlait juste avant l'enregistrement, j'ai une part de stimulation intellectuelle qui kiffe tellement mon métier de base que, enfin voilà, tu vois, je me surmets des trucs comme ça. Et il y a aussi une réflexion intéressante de développement de soi, du fait de putain, c'est un gros pivot, je dois sacrifier une identité qui était la mienne pendant 3-4 ans, de je suis freelance, branding stratégie, storytelling, et je fais du coaching petit à petit et je crée du contenu. Maintenant, je dois, tu vois, genre c'est presque je coupe une partie de mon identité pour prendre l'autre, comme un serpent qui mute sa peau et qui doit devenir le nouveau serpent qui est en dessous, tu vois. Je suis un peu à cette phase et du coup, il y a un truc un peu inconfortable de je dois sacrifier mon identité. Du coup, c'est difficile. Donc, comment je gère mon temps de manière très concrète ? J'essaie de revenir toujours à un truc le plus simple possible, le plus clair possible, et une petite action que je peux donner pour qu'il y ait quand même un truc hyper concret derrière, c'est le truc qui fait la plus grosse différence pour moi, c'est le soir ou la journée. J'organise au millimètre près ma journée du lendemain. Et du coup, mon Google Calendar, genre du moment où je me mets à travailler au moment où je m'arrête de travailler, toutes les tâches sont dedans. Et j'ai plus qu'à enchaîner et pas être en mode « alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et du coup, c'est ligne droite et plus clair, quoi. Donc ça, c'est une petite action qui fait toute la diff pour moi. L'indépendance, pour moi, c'est... Je reviens à ce truc. Le premier pas, c'est changer ta définition de ce que ça veut dire le travail. Et ensuite, construire une activité professionnelle qui soit au service de tes aspirations, de mode de vie, de contribution à d'autres êtres humains et d'impact sur le monde. Et pour ça, être indépendant, c'est la meilleure forme. Mieux qu'une start-up, parce que quand tu es indépendant, quand tu es seul et que tu es à ton compte, tu es maître de toutes les variables. Ça dépend que de toi et tu peux être rentable très rapidement parce que tu vends du temps et du service.
Alors qu'une startup, un produit, des trucs comme ça, tu dois passer par une phase de je m'endette, ou j'emprunte, ou je lâche du pouvoir à des investisseurs, etc. pour construire le truc que je dois vendre. Et ensuite, trouver le moyen de comment est-ce que le truc que je dois vendre, je le colle avec mes clients. Donc, c'est hyper incertain au début. Et c'est pour ça que ça dépend énormément de l'argent extérieur. Mais pour moi, l'indépendance, c'est presque l'entrepreneuriat plus sain, parce que plus lent potentiellement aussi, mais plus sain dans le sens où je peux construire un truc énorme, ça me prendra plus de temps, mais je suis dépendant de personne. Moi, j'ai l'envie d'avoir un énorme impact et tu vois, genre, il y a souvent un mouvement dans cette forme d'entrepreneuriat où on parle soit de lifestyle business, une entreprise qui te permet juste de kiffer et de vivre la vie que tu veux, ou empire business, où en gros tu construis un empire avec plein de différentes boîtes qui répondent à, ou plein de différents services ou plein de différents produits qui répondent un peu à ce que tu as envie d'impacter dans le monde. Moi, je suis plus côté empire pour l'instant, dans le sens où j'ai ma vision et mes aspirations, elles sont énormes. Mais du coup, je sais que ma voie pour y arriver ne passe pas par je prends des investisseurs, je prends beaucoup de cash, je vais vite, hyper croissance, et ensuite on verra pour trouver le point de stabilité. Moi, j'ai envie d'y aller pas par pas, dans l'ombre, et construire brique par brique, et du coup avoir 100% du contrôle, entre guillemets, en tout cas que ça ne soit que dépendant de moi. Et j'ai l'impression que c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Donc l'indépendance, c'est tu as les cartes en main, tu choisis la forme que tu as envie de donner à ton entrepreneuriat à toi, et ça peut prendre plusieurs pistes parce que c'est une page blanche et c'est toi qui choisis, quoi. Ça va continuer à se développer à mon sens. Je pense d'autant plus, tu vois, j'ai l'impression il y a un switch de perception qui se fait aussi de le salariat, c'est peut-être moins stable et sécuritaire que ce qu'on pourrait se l'imaginer. Surtout en période de crise, tu as souvent ces pensées-là qui remontent de il y a plein de layoffs, plein de gens qui perdent leur taf, etc. Et du coup, comme c'est un impact médiatique aussi, hein, plus on parle du freelancing, plus il y a de podcasts sur le sujet, les grands médias s'en emparent, etc., plus ça devient une question que se posent les gens. C'est comme les startups. Avant, les startups, c'était rien, tu vois. Genre, c'était un truc ricain et en France, il n'y avait pas. Les médias s'en emparent, il y a une culture qui se développe, il y a des assos comme Genius, il y a tout ça, il y a des podcasts. La startup, ça devient le truc que tout le monde se dit faut que je fasse une startup. Putain, c'est exactement ça la vérité, tu vois. J'ai l'impression qu'on arrive à ce stade sur l'indépendance et le freelancing. Donc ça va continuer à se développer, mais je pense que ça sera jamais la norme partout, tu vois. En Amérique, ils parlent pas mal de liquid work, c'est-à-dire que la force de travail soit de plus en plus, entre guillemets, liquide, c'est-à-dire t'as plus de grosses structures qui ressemblent plein de salariés, etc. T'aurais presque que des indépendants qui viennent, qui vont, etc., et qui s'échangent dans tous les sens. Je pense pas qu'on en arrivera vraiment là, mais je pense que ça représentera une part de plus en plus conséquente du marché du travail. Ce qui est intéressant du coup, c'est que ça va devoir faire complètement changer les systèmes éducatifs, qu'est-ce qu'on apprend, son parcours de vie aussi, enfin tous ces trucs-là vont devoir évoluer pour que tout le monde ne soit pas juste un métier, mais soit un entrepreneur avec des compétences spécifiques. Et ça, je trouve ça intéressant. Que de manière transversale, on soit obligé d'avoir des réflexions, des compétences entrepreneuriales, peu importe son métier, qu'on soit dev, ingénieur, marketeur, communicant, coach, coiffeur, accompagnant, thérapeute, psychologue, enfin peu importe, tu vois. Ma définition de ce que c'est un échec est teintée d'un truc un peu catastrophique. Donc dans ma conscience aujourd'hui, je me dis pas j'ai eu un échec, parce que pour moi un échec c'est j'ai planté une boîte, tu vois, dans ma perception du truc. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai testés qui n'ont pas marché. Ou en tout cas pas à la hauteur de ce que j'attendais, ou moins bien, etc. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme j'ai l'impression que je vois l'échec comme cette espèce de truc cataclysmique de putain, ça a complètement foiré, etc., etc. Quand on me pose cette question, j'ai jamais rien qui me vient en tête parce que j'ai pas vécu ce truc. Alors j'espère potentiellement le vivre un jour parce que je suis sûr que ça m'apportera énormément de choses. Mais pour l'instant, je ne sais pas te dire ah ouais, ce truc-là, c'était horrible, ça m'a flingué, quoi. Indépendance, tout simple. Ou ce que j'entends du coup de indépendance, c'est l'inverse de dépendance.
tu reprends le pouvoir. J'ai pensé directement à livre. J'ai pensé à livre parce que j'ai l'impression que c'est le média de base des histoires qu'on raconte. Mais par contre, un truc intéressant sur ça, le storytelling, à mon sens, c'est sûrement l'outil marketing le plus ancien et vieux du monde, et en même temps le plus puissant, parce que c'est notre manière naturelle de communiquer entre êtres humains. Le génie intérieur. C'est un truc que j'avais en tête quand j'avais rejoint Genius. À mon sens, Genius, et la première campagne qu'on avait fait quand j'étais chez Genius, c'était « Réveille le Genius en toi ». Et à mon sens, ça veut dire on a tous une espèce de petite étincelle de créateur et de création à l'intérieur qui peut donner naissance à un truc. Et pour moi, c'est le rôle de l'asso. Réveiller ça dans les gens. Un jeu d'échecs avec la dame et tout. J'adore jouer aux échecs. D'ailleurs, c'est marrant cette phrase. Si je sors du jeu, tu vois, si le jeu des échecs n'existait pas, cette phrase, elle pourrait marcher dans l'entrepreneuriat. J'adore jouer aux échecs. Jouer à me casser la gueule, tu vois. J'adore jouer à me casser la gueule parce que c'est là où j'apprends. Tu peux le faire revenir dans ce sens aussi. J'ai pas un mot qui m'est venu, mais j'ai les deux premières lettres, IN. Donc je pense que c'est des mots genre inconnus. On sait pas. Et c'est ok. Ou improbable aussi. Parce que pareil, il va se passer des choses improbables. On peut pas savoir. Donc ouais, je pense un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est ce qui m'est venu là. Là, j'ai pas la réponse profonde. Introspection, indéniablement. Pourquoi introspection ? À mon sens, les projets qui cartonnent, enfin les projets qui ont le plus de potentiel de réussite, c'est des projets qui viennent de l'intérieur vers l'extérieur et qui sont pas juste une décision stratégique. C'est pour ça introspection. Si tu viens d'un endroit où c'est, tu vois, je parlais tout à l'heure de, je bosse avec des startups pour qui c'est viscéral de se lancer. Si tu viens d'un endroit où c'est viscéral, tu auras beaucoup plus de ressources, créativité, résilience, tout ce qu'il faut pour créer un projet qui fonctionne. Tu en auras beaucoup plus et tu seras beaucoup plus capable de penser long terme et de pas être dans le petit hack qui fait la différence à court terme qui au final, pour moi, c'est pas la bonne voie, quoi. Donc ouais, introspection.